Bonjour à vous, fidèles de Fusexpert, l'émission. Vous n'allez pas être déçus aujourd'hui puisque nous sommes en compagnie de Bruno Chrétien, que vous connaissez bien, le président de l'Institut de la protection sociale et fondateur de la société Factoriel. Bonjour Bruno. Bonjour Gaby. Alors, vous êtes comme moi, vous appréciez sa capacité à décrypter, à décoder les sujets les plus obscurs. Il faut quand même, Bruno, que je vous pose une question aujourd'hui. Pourquoi diable, une fois de plus, aborder le thème du statut du dirigeant? Parce que ça change tout le temps et que dans la tête des pouvoirs publics, le fait de changer finalement semble être une base d'action pertinente, ce qui n'est pas toujours le cas. Avec le plan indépendant, qui fut lancé avant l'élection présidentielle, eh bien Emmanuel Macron, dans le cas d'espèce, avait fait le choix d'améliorer le statut d'entrepreneur individuel. Et donc on a à nouveau changé ce statut, notamment en supprimant le IRL. Qui fera l'objet d'une émission spéciale consacrée à cette fameuse loi API. Je vous propose le chiffre du jour, comme d'habitude. Alors, c'est un chiffre un peu compliqué, c'est un rapport, expliquez-nous. C'est un chiffre d'expert comptable, deux en un, tout simplement. Alors, pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que avant la réforme dont on va parler, on avait l'entreprise individuelle classique et puis on avait le IRL, qui avait une création assez récente, puisque c'est une dernière forme juridique qui avait été créée. Et donc, eh bien, le législateur, finalement, va se dire, on va simplifier tout ça, on n'aura plus une IRL et une entreprise individuelle, on aura une entreprise individuelle qui va récupérer les attributs de l'EIRL. Alors, le nouveau statut reprend donc le principal atout du statut de l'EIRL, à savoir la séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel. C'est bien ça? C'est ça. L'idée, c'est... Alors, donc on resitue dans le contexte. On est vraiment dans une approche qui vise à améliorer le statut d'indépendant. Il faut bien avoir à l'esprit que dans son quinquennat, Emmanuel Macron en a fait un marqueur au niveau de cette population. On pense à la suppression du RSI. Alors, on peut trouver que c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet, mais ça a été une mesure importante. L'assurance chômage, même très limitée pour les indépendants. Puis on va trouver donc cette mesure de fin de quinquennat, en quelque sorte. Donc, le IRL, c'était un dispositif qui avait été imaginé pour protéger l'entrepreneur individuel en disant tu peux avoir en quelque sorte un patrimoine dit d'affectation, dans lequel on dira voilà, moi j'ai un patrimoine de 100 000 euros pour l'exploitation de mon activité, puis j'ai une maison ou un appartement qui vaut, n'importe quoi, 500 000 600 000 euros, pas touche, ça reste à moi. Donc c'était fait pour cela, mais bien sûr, ça n'a pas beaucoup fonctionné. On a eu à peu près 100 000 EIRL. On trouve dans certains secteurs, par exemple, les agents d'assurance. Ça a bien fonctionné chez les agents d'assurance, vous voyez, les agents généraux. Mais globalement, ça n'a pas vraiment pris. Et donc, l'idée, c'est de dire, là où on a une exception qui consiste à dire, je me crée en EIRL en la matière, eh bien, je vais de droit. On a cette séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel. Alors, cette protection du patrimoine personnel, quelquefois, on peut y déroger aussi. Oui, alors, on peut y déroger. Dieu soit loué, on a encore des grands garçons, des grandes filles pour dire j'accepte d'y déroger ou non. Mais de droit, il y a effectivement cette séparation. Après, il ne faut pas rêver, comme toujours. Alors, il faut revenir, il y a une amélioration réelle et puis il y a la pratique de tous les jours. L'amélioration réelle, un entrepreneur qui a une bonne situation peut se retrouver en faillite vraiment du fait de phénomènes extérieurs. Je suis un import-export et toute ma production vient de Chine. Bon, évidemment, pas de bol avec la crise Covid, je ne peux rien faire arriver. Donc, tant que je n'ai pas réussi à retrouver d'autres filières, je peux me retrouver en faillite ou sinon, j'ai un gros client qui fait faillite, il ne me paye pas. Bon. Donc là, effectivement, la protection est utile, incontestablement. Mais le sujet qu'on n'arrive pas à régler, c'est le problème du financement. Le problème du financement, et ça les experts comptables le savent très bien, si j'ai besoin d'emprunter 300 000 euros, que j'ai un appartement qui en vaut 400 000, et puis j'ai 10 000 euros de liquidité, le banquier va me dire, Monsieur Chrétien, votre idée, elle est super géniale, je vous accompagne à fond, mais évidemment... Vous vous engagez sur vos biens personnels. Alors moi je vais dire, attendez, non, je suis désolé monsieur, entreprise individuelle, patrimoine d'affectation. Il va me dire, écoutez, moi dans ces cas-là, vous allez voir un de mes collègues, je ne vous garantis rien. Le principe est toujours le même, l'argent va à l'argent. Déjà dans l'évangile, on l'écrivait, vous voyez, ça fait longtemps. Plan chrétien, vous me permettez ce petit clin d'œil. Oui, c'est joli, ça fait du bien. Et oui, donc ça vous va dites, beaucoup changer. C'est confronté à la réalité des faits. Parfois, ce patrimoine personnel peut être
requis pour faire une garantie auprès du banquier. Alors, on parle du statut d'entrepreneur individuel, mais moi j'avais compris, béotien dans ce domaine, que depuis la crise du RSI, le statut de SAS s'était imposé. C'est pas le cas ? Alors, il s'est pour une part imposé, incontestablement, puisque la crise du RSI avait été en fait causée par un dysfonctionnement grave du logiciel des URSSAF, on l'oublie souvent. Bref, la complexité de gestion était telle que les cabinets, souvent, ont préconisé de passer en SAS, pour tout simplement permettre à leurs clients de ne pas être relancés indûment. On a vu des choses surréalistes. Donc, ça coûtait plus cher, ça coûte plus cher, mais en revanche, pas de problème de gestion. C'est quand même important. Au quotidien, l'entrepreneur a autre chose à faire qu'être relancé de manière indue par les caisses. Et puis, alors même que sur les 2 décennies précédentes, avec la loi Madelin notamment, on avait eu une évolution importante qui faisait qu'on avait en réalité fait évoluer le statut de SA, dirigeant de SA ou de SARL égalitaire avant 1994, en SARL majoritaire. La SAS l'a réemporté. Pour autant, la situation aujourd'hui est plutôt stabilisée, mais effectivement, on avait encore des SARL. La SAS, dans le cas des créations de sociétés, est importante, mais ce n'est pas la majorité, les sociétés ne sont pas la majorité du nombre de sociétés d'activités créées. Vous allez plus loin, vous dites que le statut de travailleur non salarié est relancé avec les nouvelles dispositions prévues par la loi du 14 février 2021. Alors, je pense qu'effectivement, en tout cas, ça met un coup d'arrêt. Ça met un coup d'arrêt aussi parce qu'il y a l'option fiscale à l'IS qui donne plus de choix en la matière, mais il faudra plus qu'effectivement cette disposition pour un renversement majeur de tendance, mais en tout cas, ça freine cette érosion régulière qu'on pouvait avoir, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le statut de dirigeant salarié, il coûte plus cher. Il coûte plus cher par rapport au statut d'indépendant. Alors, ça pouvait fonctionner quand l'activité allait bien et qu'il y avait un tel problème de gestion du RSI que les entrepreneurs l'entendaient. Aujourd'hui, sauf à ne pas voir ce qui se passe, l'activité économique est compliquée. Donc, tout est bon à prendre, surtout si derrière, ça laisse plus de marge de manœuvre, plus de souplesse pour les dirigeants. On est protégé, non, quand on est salarié dans le cas d'une SAS. On n'est pas mieux protégé que le gérant majoritaire? En réalité, on est protégé quand on gagne de l'argent. C'est le principe de base. On revient toujours à ce même sujet, parce qu'il faut dégager du revenu, en quelque sorte. Il y a une protection, il y a une meilleure couverture retraite, mais cette meilleure couverture retraite, et on peut dire un peu tout et son contraire sur le sujet, mais pour juste répondre à votre question, en réalité, effectivement, j'ai des cotisations plus fortes, mais j'ai plus de droits à la retraite. Mais ces droits à la retraite sont dans les régimes complémentaires de salariés qui ont moins d'un an de réserve, pour avoir l'ordre de grandeur quand même, qui sont des régimes qui ont toujours assuré les prestations, mais dont les rendements baissent, et dont j'ai une sortie sous forme de rente viagère. Et ça, les assureurs savent bien le mettre en avant, puisque si je suis indépendant, quelle que soit la branche dans laquelle je suis, je vais payer moins de cotisations obligatoires, ça me laisse plus de marge de manœuvre, et me laissant plus de marge de manœuvre, ça a un intérêt majeur, c'est que je vais pouvoir cotiser, si je veux reconstituer mes droits dans un dispositif style le plan d'épargne retraite, alors individuel, obligatoire, péréco, il y en a pour tous les goûts, mais où là, à une exception près, je peux sortir sous forme de capital. Donc oui, je suis plus couvert parce que je paye plus, c'est d'ailleurs le système français en réalité, mais est-ce que c'est très efficace ? Objectivement, moins que si j'utilise les facultés laissées par les marges de manœuvre mises à ma disposition. Quand je vous présente, je dis toujours que vous êtes le président de l'Institut de la protection sociale. C'est un think tank qui travaille à la réforme de la protection sociale. À ce titre, vous formulez des propositions. Qu'est-ce que vous sentez venir sur ces sujets dans les mois et les années qui viennent? Quelles sont les tendances? Alors, il y a deux sujets. Alors, il y a plusieurs sujets, mais deux principaux. L'un lié au statut, l'autre lié à la question de la rémunération, qui, bien sûr, l'autre face en fait de ce sujet. Sur la question du statut, on a une vraie question qui est que la SAS, on revient sur ce qu'on évoquait, est un dispositif intelligent, on peut le dire objectivement. Quand ça marche pas, on sait le dire. Quand ça marche, il faut le dire. On peut quasiment tout écrire dans la SAS et c'est une des raisons techniques pour lesquelles ça fonctionne bien. On peut tout écrire, tout décider, sauf une chose, le statut social. C'est quand même incroyable que vous pouvez décider beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire de la même manière dans une SARL, par exemple. Mais le statut social, vous n'avez pas le choix, c'est le statut salarié. Donc il y a une revendication ancienne. D'ailleurs, le Conseil national s'en est fait l'écho dans ses propositions aux candidats à la présidentielle. Voilà, c'est une proposition ancienne. Je pense, alors ce n'est pas des choses qui viennent spontanément, mais je pense que s'il y a en quelque sorte un genre de loi Pacte 2, vous voyez, d'amélioration, de simplification réelle, ça fait partie des outils de simplification qui doivent permettre
à chacun de choisir soit son statut salarié, soit son statut TNS, si tant est qu'on laisse évidemment toujours des marges de manœuvre de cotisation moindres pour les indépendants. Alors, il y a une objection qui revient assez souvent. Les dividendes versés pour les gérants majoritaires de SARL sont soumis à des cotisations sociales, ce qui n'est pas le cas pour les dirigeants de SAS. Et ça, c'est un problème majeur, non? Alors, c'est d'abord une discrimination majeure. Parce que ça veut dire que je suis en statut salarié, je ne suis pas, mes dividendes ne sont pas réintégrés dans l'assiette de sociale, alors que quand je suis indépendant, ils le sont. Et alors le paradoxe, c'est une histoire qu'on suit depuis de longue date, hein. La CAVEC d'ailleurs avait été très à la pointe sur ces questions il y a quelques années maintenant, plus de 10 ans. En fait, quand on regarde de près, le paradoxe, c'est que qui a intérêt plutôt à faire des dividendes pour avoir le plus de rémunération possible? En réalité, c'est le dirigeant salarié. Qui a ces dividendes qui ne sont pas réintégrés à la charge sociale? C'est le dirigeant salarié. À l'inverse, qui a plutôt intérêt à faire de la rémunération, ce qu'on appelle l'article 62, pour optimiser sa rémunération, c'est le TNS, donc il a moins intérêt à faire des dividendes. Et qui voit ces dividendes réintégrés? Le dirigeant TNS. Donc, en gros, on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et donc, cette question, elle est, à mon avis, elle est plus avancée que la première, dans la mesure où l'administration, toujours à la recherche de ressources de poche plus ou moins profondes, estime que, et il y a eu des rapports, il y a eu un rapport récent qui a 2 ans maintenant, du Haut Conseil de financement de la protection sociale, qui a indiqué que pour lui, c'était absolument anormal que la situation telle qu'elle existe se maintienne. Donc il y a 2 options, soit on supprime l'assujettissement pour les dirigeants TNS, je vous rassure, ça n'a même pas effleuré l'avis du Conseil. En revanche, l'idée, c'est de dire on étendrait le système tel qu'il existe pour les TNS. Il y aurait beaucoup à dire, c'est pas le sujet du jour, mais il y aurait beaucoup à dire sur les mesures. On peut optimiser tout cela et le faire de manière plus intelligente, mais je pense qu'on va vers, à terme, un alignement de cet assujettissement. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on n'y soit pas et qu'il y ait ces deux situations? Parce que quand on voit la façon dont les débats se font et dont les décisions se prennent au niveau parlementaire, ça nous on le voit très bien au niveau de l'IPS pour être en discussion directe avec soit le pouvoir exécutif, soit les présidents de groupes parlementaires. À l'époque, quand ça s'est mis en place, on avait d'abord réglé le problème des libéraux. Et donc, on est souvent très en réaction dans notre législation. Donc, sans vous faire tout l'historique, mais en gros, on s'était rendu compte dans les années 90 que les médecins en particulier, les dentistes et les avocats avaient trouvé la société d'exercice libéral comme le bon moyen pour échapper à ces questions, à ces taxations de rémunération qu'ils ne voulaient pas avoir. Donc, ils sortaient en dividendes, ils créaient des selles, ils sortaient en dividendes, ils n'avaient pas de cotisation, sauf que dans un système de répartition, ça ne peut pas marcher, puisque si ceux qui attendent l'argent, il n'y en a plus qui rentrent et qu'il n'y a que des sommes qui sortent, ça tombe très vite. Et donc, après moult pérégrinations, on avait décidé, pour les sociétés d'exercice libéral, d'avoir cet assujettissement. Et puis, quand Marisol Touraine est arrivée aux affaires sociales, on a eu, en 2013, si je ne me trompe, on a eu effectivement une extension aux gérants majoritaires. Et puis, pour les dirigeants salariés, dans les grands groupes, on s'est dit, oui, mais pourquoi ces gens seraient taxés? Ça peut poser des problèmes d'attractivité. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été plus loin. Mais objectivement, il n'y a aucune raison que ça ne le soit pas. Alors, on s'aperçoit, en vous écoutant, même si vous êtes très clair, que c'est compliqué de faire son choix. L'expert comptable, comme d'habitude, va être sollicité par son client. Comment est-ce qu'il va organiser son analyse? Quels sont les critères qui vont le pousser vers tel ou tel conseil à prodiguer à son client? Alors, je pense qu'il y a 2 types de conseils. Il y a d'abord un conseil qui est un conseil de nature, je dirais, qualitative, et un conseil de nature quantitative. Le quantitatif, on le voit bien, je regarde le différentiel de prélèvements sociaux et fiscaux, et puis au niveau des prestations, je regarde l'écart que ça me génère et je prends mes arbitrages. Soit je fais plus confiance dans les régimes obligatoires, soit je fais plus confiance dans les régimes libéraux. Quand je dis libéraux, pas au sens caisse de profession libérale, mais supplémentaires, et donc je vais cotiser plutôt dans les pairs. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'au préalable, il y a quand même une question qualitative. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous appelez qualitative? Alors, prestations. Voilà, ça joue au niveau des prestations. Parce que sur ce premier volet, on s'est compté. Sur les prestations, là, on est dans un champ un peu plus compliqué. C'est plus compliqué parce que l'expert comptable, il sait compter. Les prestations, c'est des chiffres, c'est pareil. Sauf que c'est rarement enseigné dans le cursus, c'est pas un point sur lequel l'expert comptable va naturellement. Et l'expert comptable, peut-être depuis l'origine, j'ai dû former 13 14 000 experts comptables et 50 000 collaborateurs. C'est là qu'on voit qu'on vieillit un peu. Ah. Mais je veux dire, quand je regarde, l'expert comptable, c'est quelqu'un qui est cartésien. Et qui, c'est carré. Quand on arrive sur les prestations, on est souvent, notamment sur ces questions de régimes sociaux, sur des choses qui sont
comment dire, assez mouvante parce que le droit social, c'est quand même le résultat d'un rapport de force syndical, politique. Et donc, les décisions sont parfois pas très cohérentes. Typiquement, ce que je vous expliquais pour les stratégies de rémunération. Donc, en fait, l'expert comptable, il n'est pas toujours très à l'aise. Ce qui va être déterminant, c'est d'avoir une politique de risque. En d'autres termes, est-ce que, partons du principe que le statut salarié protège mieux en standard sans contrat supplémentaire, sans devoir souscrire une mutuelle ou une complémentaire. Partant de ce principe, je dois aller au régime salarié quand je suis inassurable, parce que mon état de santé est fortement dégradé, par exemple. Vous avez des gens qui débutent leur activité, ils le débutent alors qu'ils ont déjà des maladies fragilisées. Là, dans ce cas de figure, effectivement, il y aura un certain nombre de questions à vérifier pour se dire, bon, là, OK, le gars, il va être accepté, ou la fille, elle sera acceptée par l'assureur, pas de souci, ou au contraire, il y a des risques. Dans ces cas-là, il vaut mieux qu'il soit salarié. Et donc, on fait d'abord cette analyse préalable. Il y a 5-6 questions, guère plus. Et puis, une fois que tout est le checklist, et Dieu soit loué, dans 98% des cas, c'est positif, oui. Eh bien, dans ces cas-là, on passe à l'évaluation, ce que vous évoquiez, à la fois des prélèvements et des prestations. Donc on est sur une mission, évidemment, avec un rapport qui doit être rendu. Vous allez me dire, il doit y avoir tout ça dans le rapport, c'est ça? Exactement. Et de façon vulgarisée au sens premier du mot, c'est-à-dire que le client doit comprendre, rendre accessible au plus grand nombre, et d'abord à son client, parce que les jargons et les techniques, quelquefois, ça exclut le principal intéressé de la compréhension de la chose. Vous allez me dire, encore une fois, interprofessionnalité, travail en équipe. Encore une fois, l'expert comptable est plus chef d'orchestre dans un dossier comme cela? Alors, il est chef d'orchestre et sachant, très clairement, puisque sur ces sujets-là, on va dire sur toute la partie analyse des prélèvements, il est dans sa matière, complètement. Les prestations aussi, où il sera, c'est plus compliqué pour lui, c'est effectivement, notamment sur les régimes supplémentaires, parfois, dans les contrats... il y a de l'expertise technique, côté de l'assurance, on les connaît bien, on intervient aussi dans le monde de l'assurance, quasiment la totalité. Bon, il y a des fois des produits sur lesquels il y a des exemptions. On va être très clair, c'est pas le rôle de l'expert comptable. D'abord, il n'a pas de responsabilité professionnelle sur ces sujets, c'est celle du courtier, de l'agent. Donc, il faut qu'il s'appuie sur ses professionnels, mais toujours le même sujet, et je pense que c'est un point stratégique, c'est ce côté chef d'orchestre, sachant que là, il a une partie de maîtrise technique et métier qui est bien sûr essentielle. Allez, on va essayer un exercice difficile. 30 secondes pour se résumer. En bref. Bruno, le mot de la fin, comme d'hab, il faut s'emparer de ces sujets et il est urgent de le faire. Oui, je pense que c'est un point essentiel pour la profession, parce qu'on est dans une valeur ajoutée en termes de conseil qui est importante. C'est là, je pense, qu'on voit vraiment la différence entre l'expert comptable qui connaît l'entreprise, où on a un conseil humain, parce qu'il y a plein de facteurs. Donc il y a une vision à 360 degrés. Voilà, exactement. Parce que sinon, on pourrait imaginer qu'un site internet sur lequel je me connecte en posant 3 questions me dise, voilà, ça existe d'ailleurs, on dit, toi tu dois être ceci, tu dois être cela. Non, la complexité est le meilleur gage de l'intérêt de la démarche de l'expert comptable. Et ça, en matière de complexité, je pense que l'expert comptable a un petit peu de champ devant lui, puisque le législateur n'est pas prêt à simplifier réellement les choses. Et avec le contexte économique dans lequel on est, on vit et qu'on traverse, toutes les économies sont bonnes à prendre. Et dans le choix du statut du dirigeant, il y a des économies à faire. En tout cas, il y a des optimisations à rechercher. 1000 fois merci Bruno pour toutes ces explications. Je pressens que dans les mois qui viennent, on pourrait se retrouver pour évoquer les retraites. Je pense que la réforme des retraites est bien partie à nouveau dans une nouvelle version. Bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous allez visionner et revisionner cette émission en replay. C'est Bruno Chrétien, donc c'est forcément bien. Belle journée à vous et à très vite.